Ce soir, et comme tous les soirs, Axel profite que sa fiancée Froussarde ne soit pas à la maison pour regarder un film d'horreur, comme le grand passionné du genre qu'il est. Sauf que cette fois-ci, pendant le silence pesant d'une des scènes sur l'écran, il entend un petit gloussement qui ne vient pas de la télé, mais de derrière lui. Ce n'est pas un gloussement mignon, mais plutôt un genre de gloussement rauque. Il tourne vivement la tête, mais ne voit rien. L'oreille tendue, un hurlement se fait entendre jusqu'à lui, alors que le jeune homme hurle en écho. Il vire ses yeux, à nouveau sur la télévision, et réalise que le cri venait bel et bien du film. Presque rassuré, il essaye de se concentrer à nouveau sur le film dont les protagonistes ont recommencé à parler. Il entend vaguement un « Je vais te bouffer » derrière lui. Des frissons parcourent son dos, cette fois-ci, ça venait pas du film. La main tremblante, il attrape la télécommande pour appuyer sur la touche pause et écouter plus attentivement. Effectivement, il entend un petit bruit de grattement, dans le placard, juste au fond de la pièce. Il déglutit difficilement. Il savait qu'il y avait un problème de souris, mais les rongeurs ne parlent pas et disent encore moins « Je vais te bouffer ». Comme paralysé, il fixe ce placard, n'osant plus faire le moindre mouvement. Alors qu'une voix d'outre-tombe se fait entendre à nouveau. « Je vais te bouffer ». Il attrape la première chose qui lui passe sous la main. Un balai, puis le brandit devant lui, s'approchant centimètre par centimètre, à petits pas, les cheveux dressés sur la tête. D'un œil vif, il regarde les fenêtres, les portes. Tout est fermé. Il attrape son téléphone, prêt à composer le 17. Comment un psychopathe a-t-il réussi à s'infiltrer dans sa maison et se cacher dans son placard? Est-ce sa copine qui lui faisait une farce? « Je vais te bouffer dès que je t'aurai attrapé. » Définitivement, non. Cette voix n'est pas humaine. Elle résonne comme un grognement bestial, comme une menace. Sa main se pose sur la poignée, levant son balai en même temps. Il hésite un instant. Et si le taré était armé? Tout se passe très vite. Il réfléchit à 100 à l'heure, jusqu'à ce que la voix rocailleuse se fasse entendre à nouveau. « Je vais te bouffer et te savourer. » Axel ouvre la porte d'un coup sec, prêt à asséner des coups de balai. Mais ce qu'il voit est indescriptible. Une masse informe se trouve devant lui. Une forme sombre, avec des bras et des jambes, et un unique œil. Le jeune homme n'arrive pas à détacher son regard du doigt crochu du monstre, qui farfouille dans son nez plein de pustules, pour en ressortir une petite boule gluante. Il entend cette fois. « Ah, te voilà, je te bouffe. » Avant de commencer mon récit, je dois établir quelques faits. Les informations qui suivent résultent d'un travail de longue haleine qui aura vu participer pas moins de 14 personnes de nationalités différentes. Des historiens espagnols, des archéologues français, des médiévistes allemands et des professeurs d'anthropologie égyptiens ont mis leur travail en commun pendant presque 6 ans pour parvenir à réunir toutes ces informations. Leur postulat de base était simple. L'homme, en tant qu'espèce, peut-il espérer un jour atteindre l'immortalité? Je tiens à préciser que je n'ai pas pris part à l'élaboration de ce dossier. Je ne fais que transmettre leur travail au grand public. Aussi et toujours dans une optique de vulgarisation, pour que ce sujet puisse toucher un public plus large. Certains passages ont été modifiés, simplifiés, voire occultés. Voici le fruit de leurs années de recherche. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort, disait Épictète dans ses entretiens. La mort n'est en soi pas effrayante. Elle n'est rien, ne permet aucun ressenti, aucune existence, aucune pensée dans la mort, aucun souffle. Mais la voir venir, savoir qu'elle nous attend au bout de la route le long de laquelle nous devons sans arrêt marcher, sans pouvoir faire de détour ni s'attarder. Un mouvement perpétuel qui nous mène vers elle, la mort, cet inconnu qui vient nous chercher quand nous sommes trop las de marcher. Nous pourrions débattre de philosophie autour de ce sujet, mais toute discussion, aussi longue soit-elle, nous mène toujours au même point. Il existe 2 camps face à la mort. Le premier aborde cette question avec philosophie justement. Si la mort est inévitable, quoi que l'on fasse, alors autant la reléguer au second plan. Et il ne faut pas se gâcher l'existence à essayer d'empêcher l'inévitable,
mais justement la mettre en valeur, cette existence. Profiter du court souffle de vie qui nous est accordé pour être, tout simplement. Le second camp, c'est celui de ceux qui ont peur de la mort. Ils la voient comme un diable qui les attend au carrefour, caché derrière un arbre. Un diable qui peut les emporter à chaque instant. Et s'il ne les attrape pas au bord du chemin, il les attend au bout, souriant de toutes ses dents acérées et pourries, jouissant de son caractère inéluctable, sachant que sa proie viendra à lui, quoi qu'elle tente. Ceux qui se positionnent dans ce camp préfèrent souvent passer dans le premier, oublié. Mais ceux qui restent choisissent de se battre. Ils ne se laisseront pas prendre de la sorte. Ils vont tout mettre en œuvre pour rallonger le chemin, repousser le diable encore un peu plus. Certains cherchent l'immortalité. D'autres l'ont trouvée. Nous avons commencé par nous documenter sur l'apparition des rites funéraires dans l'histoire humaine. Les premières traces d'égards faites aux défunts remontent au Paléolithique inférieur, qui débute il y a environ 3 millions d'années et se termine à peu près 300 000 ans avant notre ère. Nous n'avons rien trouvé qui nous permette de dire qu'à cette époque, les hommes tentaient de repousser la mort. Mais déjà, ils tentaient de la comprendre. Nous avons remonté le temps au travers des archives, jusqu'au premier signe intrigant. Ernest Choquin de Sarzec est missionné en 1877 par le vice-consul de France en Irak, d'effectuer des fouilles sur le site de l'antique cité sumérienne de Lagash. En 1884, il met au jour une tablette comportant plusieurs inscriptions en alphabet cunéiforme. Les connaissances de ce langage perdu ne sont pas encore très étoffées à cette époque, et il faudra attendre 1905 et les travaux de François Thureau d'Anguin pour parvenir à une traduction officielle de la tablette. Il s'agit d'un récit racontant l'exploit d'un héros légendaire nommé Mi'eël d'Uruk. Il s'agit ici de l'hologramme composé. Il aurait réussi à vaincre un démon en duel. Ce dernier, mourant, lui aurait accordé la vie éternelle. Mi'eël d'Uruk n'est plus abordé sur aucune autre tablette retrouvée dans les fouilles de Lagash, mais son nom nous permet d'en savoir plus sur lui. L'orthographe de son nom sur la tablette de Lagash est caractéristique du haut sumérien. En bas sumérien, Mi'eël d'Uruk devient Mi'el Uruk. Écrit de la sorte, on peut déduire que Mi'el est relié, de près ou de loin, à la ville d'Uruk, antique cité sumérienne située non loin de Lagash. Notre attention s'est donc tout naturellement portée sur cet endroit. Pour le moment, nous étions toujours sur un récit mythique, à l'instar de l'épopée de Gilgamesh, provenant d'ailleurs de la même région du monde. Nous nous sommes alors intéressés aux travaux d'Adam Falkenstein, qui, fouillant les ruines de l'antiquité d'Uruk en 1938, a exhumé de nombreuses tablettes d'argile. Au départ, il ne mentionnait Mi'el Uruk sur aucune de ses publications. Puis alors que nous allions passer aux travaux d'autres de ses contemporains, une de ces tablettes exhumées nous a donné ce que nous cherchions, la suite de l'histoire. Après avoir vaincu le démon et obtenu l'immortalité, Mi'el Uruk est parti vers la mer Blanche. Arrivé sur une falaise qui dominait les flots, il a attendu pendant 100 ans pour s'assurer que le démon ne lui avait pas menti et qu'effectivement, la mort le laisserait en paix. Le récit s'arrête ici, et son nom n'apparaît plus sur aucune tablette postérieure. Nous avons alors tenté de suivre ce fameux Mi'el Uruk, voir si des déclinaisons de ce mythe existaient chez les peuples alentours. Le récit raconte que Mi'el est parti vers la mer Blanche. Les civilisations du Levant, à l'époque, n'avaient pas de mots pour les points cardinaux, comme dans nos langues modernes. Ils désignaient les directions par des couleurs. Le noir était assigné au nord, le jaune à l'est, le rouge au sud et le blanc à l'ouest. Mi'el était donc parti, selon la légende, vers la mer Blanche, la mer de l'Ouest. Nos recherches nous ont donc menés au Proche-Orient, sur les côtes de la mer Méditerranée, cette fameuse mer de l'Ouest. Après avoir épluché les divers documents d'archives mis à notre disposition par nos collègues israéliens, palestiniens et jordaniens, nous n'avons trouvé aucune trace de ce héros sumérien. Mais nous ne pouvions pas lâcher cette piste prometteuse. J'ai décidé de me rendre personnellement à Jérusalem dans l'espoir d'en savoir plus, de mettre la main sur des documents plus secrets. Et j'ai trouvé. Au fin fond de la Bibliothèque nationale d'Israël, et grâce à Avi Melke, mon ami historien que je remercie chaleureusement, j'ai déniché un parchemin datant de moins 1450 avant Jésus-Christ environ, découvert lors de fouilles dans la cité antique d'Azor, dans le nord d'Israël. Il était rédigé en langue cananéenne
et comptait l'arrivée d'un homme qui, d'un seul mot, avait fait fuir une armée entière d'Égyptiens. Les Cananéens l'appelaient alors Mié, d'Uruer. D'après le parchemin, il est arrivé par l'Est, et ce qui nous permet de le relier avec le mythe sumérien est le passage suivant. Les bergers voyaient Mié d'Uruer souvent emmenant le bétail au rivage. Il était assis et priait en haut de la falaise. Du premier jour de Tévé au dernier couchant de Kislev, il demeurait immobile. Dans le mythe sumérien, Mi-el-Uruk, une fois arrivé devant la mer Blanche, la Méditerranée donc, s'est arrêté sur une falaise et y a patienté 100 ans. Ici, sur le parchemin cananéen, Mié-d'Uruer se trouve lui aussi en haut d'une falaise et les bergers disent le voir immobile du premier jour de Tevet, qui est le mois de janvier dans le calendrier hébreu, au dernier jour de Kislev, soit décembre. Il est donc presque certain que Mié-d'Uruer et Mi-el-Uruk sont la même personne. Dans la même bibliothèque, j'ai retrouvé un manuscrit égyptien datant de la même époque. Il s'agit d'un parchemin dit d'exécration, un texte à vocation magique ayant pour but d'attirer le malheur sur la personne, la ville ou encore le royaume ciblé. Voici le passage concerné. Honte à celui qui par la ruse a plongé les armées de Pharaon dans la discorde. Malheur à celui qui par la magie de la nuit a poussé les hommes justes vers le désert. Mort aux barbares, Miké, d'Uruk. Nous y étions. Ce dernier parchemin ancré dans le réel, ce qui n'était pour l'instant que des mythes. Un homme dénommé Miké d'Uruk par les Égyptiens les avait bien repoussés alors qu'ils tentaient d'envahir le pays de Canaan. Nous tenions une preuve qu'un homme avait voyagé depuis la Mésopotamie jusqu'à la Méditerranée et y avait subsisté pendant des années. Combien? Le calcul est simple. Les tablettes sumériennes dataient de moins 2110 avant Jésus-Christ environ. Le parchemin cananéen datait de moins 1450 avant Jésus-Christ. Mais comptait des événements plus anciens se déroulant pendant les campagnes égyptiennes en pays de Canaan, sous le règne du pharaon Sésostris III, entre moins 1878 et moins 1843 avant Jésus-Christ. Mi-el-Uruk serait donc parti de la Mésopotamie vers moins 2110 et aurait repoussé les Égyptiens en moins 1871. Ne connaissant pas son âge au moment de son départ, on peut toutefois conclure que Mi-el-Uruk, s'il s'agit bien de lui, ce que tout tend à prouver, est âgé de moins 232 ans lors des événements en pays de Canaan. Nous n'en revenions pas. Nous avions ici un homme qui avait traversé les époques pour se retrouver cité dans les archives de 3 civilisations différentes. Mais une question restait cependant en suspens. Et si cet homme avait survécu encore plus longtemps? Y avait-il dans d'autres civilisations, d'autres époques, des mentions de ce Mi-el-Uruk? Hélas, nos recherches nous ont menés dans des cul-de-sac et de fausses pistes, jusqu'à ce qu'un personnage étrange fasse surface plus de 2000 ans plus tard. Un matin, j'ai été contacté par un ami médiéviste au collège d'Antakya, autrefois Antioche, ville phare des croisades. Il détenait des registres écrits par les Abbassides du califat du même nom, entre 947 et 952. De prime abord, il ne s'agissait que de listes détaillant des achats et des ventes de bétail, avec le nombre de têtes et les noms des acheteurs. Mais en m'y penchant plus sérieusement, j'ai compris pourquoi mon ami m'avait transmis ces documents. Une ligne faisait état d'un homme qui avait acheté 40 vaches, un certain Mikaël ibn Drukur. La graphie de ce nom évoquait certes celle de Mi-el-Uruk, mais la ressemblance était mince. Par acquis de conscience, j'ai creusé cette piste. Dans un récit de voyage du géographe turc renommé Mohamed Aboul Qassem ibn Okul, datant de 949, il est dit que Mikaël ibn Drukur était un ermite qui vivait seul dans le désert. Il subsistait de ses récoltes et de son bétail près d'une oasis. Sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi l'existence de cet ermite méritait d'être mentionnée. Puis j'ai compris. Ibn Okul, s'étant arrêté pour passer la nuit chez l'ermite, s'était étonné de découvrir chez son hôte des tablettes portant des inscriptions étranges, qu'il n'avait jamais vues jusqu'alors. Il décrit un alphabet, comme tracé à l'aide de clous que l'on aurait pressés dans l'argile. Du cunéiforme, l'écriture des Sumériens. Le doute n'était plus permis. Mikaël ibn Drukur était Mi-el-Uruk.
J'ai donc poussé mes recherches encore plus loin. Le récit d'Ibn Okel raconte que lors de son séjour chez Mikaël, l'homme reçoit plusieurs fois la visite de nomades. À chaque visite, il dépose devant chez lui des étoffes précieuses et des épices. Ibn Okel va même jusqu'à utiliser le mot « offrande » en mettant l'accent sur le côté religieux du geste. Les nomades semblent donc offrir ces présents à Mikaël Ibn Drucker comme s'ils le considéraient comme une déité, ce qui aura d'ailleurs le don d'irriter Ibn Okel, fervent musulman. Par la suite, l'étrange Mikaël disparaît des textes d'Ibn Okel. Je pense cependant avoir retrouvé sa trace 150 ans plus tard, lors de la première croisade. En 1096, un jeune moine nommé Baudouin de Montargis se joint à la croisade populaire tristement célèbre de Pierre l'Ermite, dans le but de voyager en Terre Sainte et d'effectuer son pèlerinage à Jérusalem. Il va tenir un journal qui décrit les étapes de son voyage, parsemé d'horreurs. Massacres, viols, la croisade populaire ravage tout sur son chemin et met un pied en Terre Sainte. Malgré les avertissements des Byzantins et des Francs qui préviennent que les Turcs ne feront qu'une bouchée d'aile. Faisant fi des préconisations et impatients d'en découdre, les croisés se font finalement massacrer non loin de leur camp de Civito. Baudouin de Montargis, qui a depuis le début, selon ses dires, réussi à se maintenir dans le droit chemin et à éviter le péché, prend la fuite avant le début du combat. Dans sa route, pour tenter de revenir à Constantinople, chercher de l'abri chez les Byzantins, il compte sa rencontre avec un mystérieux pèlerin. L'ombre d'un olivier m'accueille, alors que le soleil brûle ma bure. Mon outre est maigre et sèche sa peau. Je me donne tout entier à Dieu et prie sa miséricorde de me donner le repos final. À 40 pieds de moi, un homme me salue de la main. Il s'approche et marche pieds nus sans égard pour le sol brûlant. Aucune arme à son flanc, aucune bannière à ses épaules. Son teint est mat et son sourire sincère. Il prend de son dos une outre qu'il me tend et me dit d'en boire au goulot autant que je le peux. Alors que je m'abreuve de cette eau miraculeuse, je lui demande son nom et lui donne le mien. Il dit que les gens l'appellent Al-Jadou, qu'il est un ermite et qu'il vit dans le désert. Il dit partir vers l'ouest, car à son avis, la guerre est bientôt proche de sa maison. Des gens viendront qui le brûleront, le pensant un sorcier. Il repart alors vers l'ouest, ne semblant avoir peur ni des Turcs, ni des Francs. Cet ermite pourrait être Miel ou Mikaël. Il partage plusieurs caractéristiques avec lui. Il vit seul dans le désert, semblant ne craindre aucune armée, ne ressentir aucune douleur. Son surnom, Al-Jadou, signifie l'ancêtre en arabe. Il n'a sûrement pas gagné ce surnom par hasard. Certes, ce passage est assez maigre en preuve de l'existence de Mikaël, mais j'avais l'intime conviction qu'il s'agissait de lui. Par la suite, j'ai passé plus d'une année entière à rechercher sa présence dans les archives de Grèce, d'Italie, de Turquie, des Balkans. Je n'ai rien trouvé. Peut-être avais-je tout faux depuis le départ. Peut-être qu'à trop vouloir croire en Miel Uruk, j'avais pensé le voir partout. J'ai relégué cette affaire au second plan pour me concentrer sur d'autres travaux. C'est en faisant des recherches sur les pays scandinaves pour un article que je suis tombé sur un personnage énigmatique dans un récit provenant d'un recueil de sagas norvégiennes datant du XIVe siècle. En 1384, la Norvège est gouvernée par le jeune Olaf IV, âgé de 14 ans. À plusieurs reprises, les paysans d'un village nommé Bismo viennent se plaindre qu'une bête massacre les troupeaux. Plusieurs moutons ont été horriblement mutilés et certains présentent d'étranges marques de morsures dans le creux du cou. Lorsqu'une petite fille est retrouvée vidée de son sang, une enquête est menée par un sergent du roi nommé Ulf Sangord. Il découvre que les habitants pensent être victimes de Drogar. La définition même du beau Drogar est fantôme. Les Drogars sont censés vivre dans une tombe et en sortir la nuit tombée. Ils sont un peu comme des vampires dans le folklore scandinave. Comme la tradition le veut, une expédition est menée dans la forêt pour trouver l'antre du Drogar et séparer sa tête de son corps. Ce faisant, il ne peut revenir hanter les vivants. Ulf Sangord ordonne à Sigrod Helgulson, son écuyer et l'auteur du récit que je vous rapporte, de consigner ses faits et gestes lors de l'expédition. Ulf Sangord voit sans doute dans cette affaire un moyen d'entrer dans l'histoire comme celui qui a tué un Drogar. Mais peu nous importe sa vanité, puisque ce témoignage s'avère précieux. Les deux hommes partent dans la forêt, aux premières lueurs du matin, se garantissant de trouver le revenant endormi dans sa tombe. Peu après que le soleil ait atteint le plus haut point du ciel,
il tombe sur un tumulus funéraire dont le côté a été éventré. Sigurd Helgelson note que l'ouverture semble avoir été pratiquée de l'intérieur. Les deux hommes s'approchent de la tombe profanée et constatent qu'un sarcophage se trouve bien à l'intérieur, mais il est vide. Sur le couvercle qui a été poussé au sol, figurent des inscriptions en cunéiforme et en runes. Si Sigurd Helgelson n'arrive pas à lire la première inscription, il n'éprouve aucune difficulté à traduire la seconde. Sigi, de force, Michael Drogar, puisse-t-il ne jamais revenir. Michael Drogar, les inscriptions cunéiformes, le fait d'avoir été enterré de force, sans doute vivant, tout appelait à dire qu'il s'agissait de Miel Uruk. Mon hypothèse était la suivante. Miel, au cours de son voyage incessant vers l'ouest, s'était arrêté en Scandinavie. Cet homme étrange, au teint hâlé et au langage inconnu, avait très bien pu être pris pour un monstre aux yeux des villageois isolés. Ceux-ci, de peur, auraient agi selon la tradition qu'ils connaissaient et auraient enfermé Miel dans un cercueil de pierre. Mais visiblement, il était parvenu à sortir de sa prison, et il s'était vengé. Je me suis alors posé une question. Si Miel avait effectivement atteint l'immortalité, était-il toujours parmi nous? Y penser me fait froid dans le dos, mais je ne pouvais trouver le repos avant de répondre à cette question. Alors j'ai continué à chercher, m'isolant de plus en plus dans mon travail, ne recherchant que cet homme, Miel Uruk. Et je l'ai trouvé. Oh ça oui. En 1523, un navigateur espagnol, Alfonso de Mérida, en partance pour le Nouveau Monde, raconte avoir trouvé un passager clandestin dans la cale de son navire. Il dit s'appeler Miguel Drugario. Alfonso de Mérida le met en arrêt et se jure de le livrer aux autorités une fois revenu en Espagne. Miguel Drugario reste donc enfermé durant l'aller-retour qui durera 3 mois. 3 mois qu'il passe sans manger et sans boire, au grand étonnement d'Alfonso. Lorsque le navire arrive dans le port, le navigateur fait quérir son prisonnier pour le présenter au roi. Mais il s'échappe et demeure introuvable. En 1608, alors que les chrétiens sont persécutés au Japon, des officiers du shogunat Tokugawa, nouvellement instauré, rapportent qu'un étranger suspecté d'être un missionnaire portugais a été vu errant dans un village près de la côte. Les habitants du village, après des heures de torture, révèlent un nom. Michiru Durukeru. En 1864, en Prusse, un marchand russe nommé Piotr Voradin déclare avoir vu de la lumière en passant près d'un château abandonné dans la région de Tilsit. Les autorités vont enquêter sur la présence d'un vagabond dans le château en vue de l'en expulser. Ils sont accueillis par un homme qui dit être Michael von Druckem, un voyageur qui ne restera pas longtemps et compte partir dès la fin de l'hiver. Les autorités n'ont que faire du froid, ils somment à l'intrus de déguerpir. Et c'est ici que toutes ces années de recherche aboutissent. Toutes ces pistes, tous ces parchemins, ces sites archéologiques, ces exhumations de tablettes, ces batailles, ces conquêtes, tous ces noms. Tout finit ici. J'ai trouvé Miel. Il vit toujours. Il a été Miel d'Uruk, puis Miel Uruk, chez les Sumériens, Mié d'Uruer chez les Canéniens, Miké d'Ukr chez les Égyptiens, Michael ibn Drucker dans le monde arabe, Michael Drogar chez les Scandinaves, Miguel Drugario pour les Espagnols, Michiru Durukeru au Japon, Michael von Druckem chez les Prussiens. Aujourd'hui, j'ai retrouvé sa trace en France. Si c'est bien lui, et j'en suis quasiment certain, il doit être âgé d'au moins 4133 ans. Je pense qu'après tant de temps passé sur les routes, à croiser le chemin des mortels, il s'est lassé de voyager. La société a évolué, il s'est sans doute dit que se cacher ne servait plus à rien. Il a même choisi le chemin inverse. Au lieu de se dissimuler, il a choisi de sortir du lot, d'être connu. Il aurait pu être un policier héroïque, un ouvrier reconnu, mais il a opté pour une célébrité encore plus grande, une exposition plus importante. Sûrement pour compenser tous ces siècles passés dans l'ombre. Il a choisi d'être visible aux yeux de tous, de toucher les gens directement au cœur de leur foyer, par le biais de la télévision. Un certain Michel Drucker débute comme commentateur sportif au début des années 60, mais va peu à peu se frayer un chemin dans l'audiovisuel français et dans le cœur des téléspectateurs. Il sera même à l'origine de plusieurs émissions cultes. Il est toujours à l'antenne aujourd'hui
Et maintenant que nous avons des preuves visuelles de son apparence, nous pouvons conclure qu'il est bien immortel. Il n'a absolument pas changé depuis son apparition dans les médias au début des années 60. Certes, Miel Uruk, qui se fait appeler Michel Drucker, semble avoir quelque peu vieilli, mais ce ne sont que des artifices. À l'époque où la photographie n'existait pas, il était simple pour lui de passer inaperçu. Mais aujourd'hui, il semblerait suspect qu'au bout de tant d'années, passées sous le feu des projecteurs, ses cheveux n'aient pas blanchi. Alors il se grime, pâlit volontairement son teint, porte des prothèses en silicone pour simuler l'apparition de rides sur son visage, porte des perruques grisâtres pour simuler un âge avancé, alors que sous tous ces postiches, Miel Uruk est le même que lorsqu'il a vaincu ce démon sumérien, il y a plus de 4000 ans. J'ignore quelles sont les intentions de ce Michel Drucker. Malgré toutes les découvertes que j'ai pu faire sur son passé, ses dessins me sont inconnus. Il est devenu un être supérieur, et qui sait ce qu'un homme doté d'une telle puissance, de telles connaissances sur notre monde, acquises pendant des millénaires, peut penser en son fort intérieur. Peut-être nous trouve-t-il répugnants. Nous ne sommes que des mortels qui nous vautrons volontiers dans la guerre et la frange à la moindre occasion, alors que lui, Michel Drucker, le vainqueur des démons d'Uruk, met en échec la mort elle-même. Je garde un œil sur lui, et maintenant que vous êtes au courant de qui ce Michel Drucker est réellement, j'espère que vous le ferez aussi. Il est fort probable qu'à la lumière de cet article, lorsqu'il sera publié, Miel Uruk quitte son personnage de présentateur télé pour fuir, comme il l'a toujours fait, jusqu'à chaque fois qu'il a été découvert. Alors ne perdons pas sa trace, et n'agissons pas seuls. Gardez un œil sur lui, restez attentifs, et faites attention à vous. Il était une fois un garçon qui adorait lire. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, et aimait par-dessus tout se rendre à sa librairie préférée. Mais un jour, le garçon réalisa qu'il avait déjà lu tous les livres que cette librairie proposait. Il alla donc trouver le libraire et lui demanda s'il avait quelque chose en stock qu'il n'avait jamais lu. Le libraire lui dit que oui, effectivement, il avait quelque chose qui pourrait l'intéresser, et sortit un livre appelé « Mort ». Il accepta de lui vendre le livre au prix d'amis de $50, lui disant qu'il s'agissait d'une version rare de ce livre, publié à peu d'exemplaires. Cependant, il lui laissa un avertissement, celui de ne jamais lire la première page. En effet, il lui indiqua que celle-ci était réputée pour être maudite, et un sort funeste attendrait celui qui la lirait. Aussi, le garçon retourna chez lui et lut le livre, et il était satisfait. Celui-ci racontait l'expérience de personnes en contact avec la mort et tout ce qui tourne autour. La vie après, qu'est-ce qu'on ressent au moment de mourir? Par contre, il se demandait toujours ce qu'il pouvait bien y avoir en première page. Cette question lui hantait l'esprit. Un jour, la tentation fut trop forte pour le garçon, et il feuilleta le livre jusqu'à la première page. C'est alors qu'il laissa tomber le livre, horrifié. Il était marqué en lettres capitales. Prix conseillé, $7,99. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un restaurant de pizza appelé la Pizzeria du Diable. Tout le monde dans la ville connaissait la réputation sinistre de cet endroit, mais pour une raison quelconque, les habitants semblaient être hypnotisés par l'odeur alléchante de leur pizza. Un jour, un jeune garçon nommé Timmy décida de défier le destin et de visiter ce repère de la gastronomie diabolique. Il entra dans la pizzeria et fut accueilli par un serveur grincheux avec une moustache qui semblait être aussi noire que l'enfer lui-même. Timmy commanda une pizza au pepperoni, ignorant les avertissements silencieux des autres clients qui secouaient la tête d'un air désapprobateur. Mais Timmy était intrépide et affamé, et il ne reculerait pas devant une simple légende urbaine. La pizza arriva, et Timmy prit une bouchée avec détermination. Mais à peine avait-il avalé sa première tranche qu'il sentit une étrange sensation dans son estomac. Sa vision devint floue, et il se sentit soudainement pris de vertige. Tout à coup, la pizza se mit à parler d'une voix sifflante. « Tu as osé défier la puissance de la pizza du diable.
Maintenant, tu subiras la malédiction éternelle de la faim insatiable. » Timmy trembla de terreur alors que la pizza se transformait lentement en un monstre géant avec des tranches de pepperoni comme des yeux brillants et une croûte déchirante pour des dents acérées. Il s'échappa de la pizzeria en courant, mais où qu'il aille, la pizza maléfique le poursuivait, criant des insultes et lançant des boules de pâte à travers les rues. Depuis ce jour, on dit que Timmy erre sans fin, hanté par la faim perpétuelle et poursuivi par la vengeance de la pizza du diable. Et la pizzeria du diable, elle reste ouverte, attirant les âmes imprudentes qui osent goûter à sa cuisine maudite. Alors souvenez-vous, mes amis, méfiez-vous des pizzas diaboliques et restez toujours sur vos gardes lorsque vous commandez une pizza au pepperoni. Vous pourriez bien vous retrouver avec plus que vous n'avez négocié. Tommy était un enfant tout à fait normal. Né dans un coin paumé de la France, il n'avait aucune caractéristique particulière. Fils de fermier, qui aurait pu deviner la vie mouvementée qu'il allait mener. Voyez-vous, quand Tommy a eu 5 ans, ses parents ont voulu lui faire plaisir. Alors ils lui ont demandé ce qu'il voulait comme cadeau d'anniversaire. Le jeune Tommy avait juste répondu « Je veux une balle de tennis noire ». Les parents ne comprenaient pas ce choix. Et il s'efforçait de demander au petit Tommy pourquoi il voulait un tel cadeau. Mais celui-ci s'enfonçait dans un silence absolu à chaque question qui portait sur cette balle de tennis noire. Ils finirent par lui offrir l'objet de ses désirs pour son anniversaire. Alors qu'il avait déballé son cadeau et découvert cette petite balle noire, il avait pris une craie et avait inscrit un nom dessus. Raymond. Le seul Raymond des environs était leur voisin, un vieux barbu qui réunissait tous les clichés du provincial bourru et bourré. Personne n'avait relevé ce geste anodin, pensant que c'était juste les actes d'un gamin. Mais le plus étrange, c'est que 7 jours après l'anniversaire du petit, le fameux Raymond était mort, terrassé dans son sommeil par une crise cardiaque. Tout le monde pensa à une coïncidence, et ça aurait pu l'être si ça s'était arrêté là. La vie avait continué sans Raymond. Les 10 ans de Tommy approchaient, et de nouveau, ses parents voulaient lui offrir un cadeau spécial. Donc ils avaient commencé à sonder le petit écolier pour voir ce qu'il désirait. Vous l'aurez deviné, la réponse avait été la même que 5 ans auparavant. Je veux une balle de tennis noire. Ses parents étaient interloqués. Cela faisait des années que cette lubie n'était plus apparue. Que diable voulait-il faire de cette balle de tennis? Encore une fois, il l'avait assommé de questions, mais aucune réponse n'était venue de petit Tommy. Et encore une fois, il s'était résigné. Et juste après avoir soufflé ses bougies et déballé son cadeau, il avait de nouveau pris une craie blanche et avait noté un nom sur la balle. Paul. Paul, c'était son grand frère. Il était plus vieux de 11 ans et était parti étudier à la capitale. Se rappelant des événements d'il y a 5 ans, la mère de Tommy avait appelé en urgence son aîné pour voir si tout allait bien. Et tout allait bien, enfin, pendant une semaine, car 7 jours après l'anniversaire du petit, les parents avaient reçu un coup de téléphone. Leur fils venait d'avoir un accident de voiture et était mort sur le coup. Cette fois, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Passé leur chagrin, ils avaient battu le pauvre Tommy pour avoir des réponses à leurs questions. Pourquoi il voulait cette balle? Pourquoi, à chaque fois qu'il inscrivait un nom dessus, la personne mourait? Comment pouvait-il prévoir ses morts? Mais même après ces interrogatoires musclés, Tommy ne disait rien. Quand on lui posait des questions, il semblait être ailleurs. Ce n'était plus Tommy, ce n'était qu'une coquille vide. Les parents se sont donc promis de ne plus jamais approcher de balles de tennis de leur fils, convaincus qu'ils n'auraient jamais de réponse à leurs questions. Quoi qu'il en soit, la vie avait de nouveau repris son cours. Tommy était maintenant un adolescent de presque 15 ans qui croquait la vie à pleines dents. Il avait de nombreux amis et était apprécié de tous, si bien qu'ils avaient décidé de lui offrir le cadeau de ses rêves pour son anniversaire. Après avoir sondé le principal concerné, il avait répondu à tous ceux qui lui avaient posé la question. « Je veux une balle de tennis noire. » Évidemment, ses amis se posaient des questions, et lui en avaient posé davantage, qui se soldaient tous par un silence pesant.
comme c'était un cadeau qui rentrait dans les frais de tous, et de toute façon, c'est ce qu'il voulait. Il lui avait offert cette fameuse balle tant voulue. Il l'avait déballée, puis avait pris une craie blanche et avait inscrit ce nom dessus. Jessica. Il y avait plusieurs Jessica, mais la plus proche était une fille de leur classe, qui était assez timide et réservée. Ils ont d'abord pensé que Tommy en était amoureux et voulait lui offrir la balle. Mais quand il lui posait la question, il ne répondait pas. Après quelques jours, ils ont abandonné l'idée d'avoir une réponse et ont oublié cette histoire. Une semaine après, Jessica n'était plus présente aux classes. Après plusieurs jours d'absence, les élèves ont pu constater dans un journal l'horrible nouvelle. L'adolescente avait été retrouvée dans la rivière, morte. Elle avait été violée et battue, puis tuée et jetée là. Comme c'était encore des enfants, personne n'avait vraiment fait le lien entre la balle et les événements. Les années passèrent et Tommy était devenu un jeune adulte plein d'avenir. Il avait, comme son frère auparavant, emménagé à Paris pour poursuivre ses études. Pour son 20e anniversaire, il était revenu au domicile familial pour le fêter. Quelle ne fut pas la surprise des parents quand ils ont vu Tommy déballer une balle de tennis noire après avoir soufflé ses 20 bougies. Ils avaient pourtant bien prévenu tout le monde de ne jamais lui acheter de cadeaux de ce genre. Enfin, pas tout le monde. Un invité de dernière minute, le nouveau voisin des parents de Tommy, avait cru bon de demander à celui-ci ce qu'il voulait pour son anniversaire, car il n'avait jamais eu d'enfant et donc ne savait pas du tout quoi offrir à des jeunes de cet âge-là. Le mal était pourtant fait. Tommy s'était emparé d'une craie et avait gravé un nom sur la balle. Diego. Les parents étaient très tendus. Ils ne connaissaient pas de Diego. Ils ont demandé à Tommy s'il en connaissait un, et il avait répondu à cette question. Il n'en connaissait aucun. La malédiction était-elle brisée? Est-ce que depuis le départ, tout ceci n'était qu'une horrible coïncidence? Les parents étaient soulagés. Une semaine après, ils reçurent un coup de fil. C'était la tante de Tommy, qui leur disait que son petit-fils était enfin né, mais qu'il était mort-né. Les parents étaient désolés, mais, pris d'un doute insidieux, lui avaient demandé s'ils avaient quand même choisi un prénom pour le bébé. Et en effet, ils en avaient choisi un. Diego. Le cauchemar n'était pas fini. Du haut de ses 24 ans, Tommy était un adulte des plus respectables. Il s'était marié et avait un petit garçon de 2 ans. La vie était belle et il allait fêter ses 25 ans. Sa femme voulait le combler de bonheur. Alors elle lui avait demandé ce qu'il voulait pour son quart de siècle. Et vous l'avez deviné, il avait répondu « Je veux une balle de tennis noir ». Vous connaissez la suite, sa femme s'était posé des questions, lui en avait posé tout autant, silence de Tommy. Quoi qu'il en soit, il avait déballé son cadeau, avait pris la craie et avait noté un nom dessus. Josiane. Josiane, c'était le nom de sa belle-mère. Comme c'était assez étrange, sa femme n'en avait parlé à personne, ni même à ses beaux-parents. Du coup, quand sa mère est morte une semaine après, d'un AVC, personne n'a fait le rapprochement. Ce n'est que quand la femme de Tommy a parlé de la balle de tennis noire à ses beaux-parents, quelques mois après, qu'ils lui ont révélé toute l'histoire. À l'approche de ses 30 ans, le fils de Tommy voulait lui faire un cadeau, qu'il aurait payé de sa poche, avec ses propres économies. Il ne voulait pas en parler à sa mère, car il voulait vraiment que ce soit lui qui aille acheter le cadeau de son père, comme un grand. Il avait demandé à son papa ce qu'il voulait. Il lui avait répondu « Je veux une balle de tennis noire ». Bien sûr, le petit garçon n'avait pas l'âge de comprendre, donc si son papa voulait une balle de tennis noire et qu'il pouvait lui offrir, ça lui convenait. Le jour de son anniversaire, Tommy avait donc déballé son cadeau, révélant une balle de tennis noire devant le visage effaré de sa femme. Il s'était saisi d'une craie et avait finalement écrit ce nom dessus. Tommy. Sa femme savait bien ce qui allait se passer. Il n'y avait aucun autre Tommy dans leur entourage. Son mari allait mourir. C'était inévitable. Elle a donc prévenu les parents de Tommy de son affreux destin. Ils avaient encore de l'espoir que ce ne soit pas lui. Mais durant la semaine qui a suivi son anniversaire, Tommy était tombé malade. Une maladie aussi soudaine que mortelle. Ses jours étaient comptés selon le docteur. Finalement, une semaine après, Tommy était sur son lit de mort. Sa famille était réunie autour de lui. Il ne lui restait que quelques heures, voire quelques minutes à vivre.
Dans une dernière tentative, ses parents lui avaient une nouvelle fois demandé pourquoi il voulait ces balles de tennis noires. Qu'en faisait-il? Pourquoi il inscrivait le nom de personnes qui allaient mourir sur celles-ci? Comment pouvait-il prévoir leur mort? Et à leur grand étonnement, Tommy semblait vouloir enfin leur répondre. Il regarda ses parents dans les yeux et leur dit « Je voulais ces balles de tennis noires parce que... » Avant de pouvoir finir sa phrase, il tourna la tête sur le côté et mourut. Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.